Allô! Bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien. Préféré. Ouh. J'ai pris ta voix, je l'ai volée. Comme si c'était toi. Est-ce qu'on y a cru? Moi, j'y ai cru. C'était comme si Je me suis dit, hein, je parle C'est puis moi? j'ai la bouche fermée. Hein? Wow. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Deux mômes et un podcast. Ouais, je pense qu'on va changer notre titre. On a encore nos deux bébés, mais les réactions au dernier, ça s'est bien passé. Oh, Merci ouais. beaucoup de votre soutien. Oui, merci de votre compréhension. Oui, c'est vraiment gentil. Parce que là, on a encore deux petites cocottes avec nous. Ouais, on est encore dans la même situation. Exactement. Fait que, 6 semaines et 4 mois et demi. Écoute, vous allez les suivre. Vous allez suivre leur évolution avec nous. Fait que voilà. La mienne, elle se gère plus ou moins bien aujourd'hui. Fait que on va essayer de faire ça vite. Mais de toute façon, on n'a pas de crime de potin aujourd'hui. Non, on va essayer de clencher ça. Ouais. Mais Ouais. en tout cas. Mais envoyez-nous des crimes de potin. On aime ça, en avoir des crimes de potin. Fait que aujourd'hui, je te raconte l'histoire. Une histoire qui se passe à Montréal et à Longueuil, mon hood. Oh! C'est l'histoire de Sharon Pryor qui m'a été suggérée par Nancy. OK. Merci beaucoup, Nancy, sur Instagram. Ça me dit absolument rien. Sharon ou Nancy? T'es tellement multitask que tu racontes, tu me Écoute, fais des blagues, tu gères ton bébé en même temps. Je Incroyable. donne le biberon en même temps. Écoute, tout va bien. Donc, Sharon Pryor, c'est, bon, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est une adolescente de 17 ans. De 16 ans, pardon. OK. Fait que, voilà. Désolée encore pour les meurtres d'adolescents et d'enfants. Ouais. Là. C'est triste, mais bon. Il y en a comme vraiment Ouais, beaucoup, c'est fait ça. qu'on peut comme pas les ignorer, là. Mm. Mais en tout cas, bref. Les deux podcasts, mes sources aujourd'hui, le podcast Who Killed Teresa et Dark Poutine, mon préf. Je l'aime vraiment, la voix de l'auteur de... Mike, je pense. Ouais. Ouais. Puis son co-host sont juste vraiment drôles. Ouais, j'avoue. T'as comme envie que ce soit tes amis. Aussi. Ouais, vraiment. Puis sa voix est comme soothing. Ouais, vraiment. OK, les articles du journal National Post, du Montréal Gazette et le site web sharonpryor.com. Donc, l'histoire va comme suit. Sharon Pryor, c'était une jeune adolescente de 16 ans. Elle vivait à Pointe-Saint-Charles avec sa famille, qui est comme... tu connais Pointe-Saint-Charles? Ouais, c'est dans l'ouest de Montréal. C'est genre Verdun, à peu près. Ouais. Sur le bord de Sur l'eau. la ligne verte. Là. Ouais. Oui. Station Charlevoix. Ouais. Elle avait quand même une grande famille, des sœurs jumelles, Doreen et Maury, et deux petits frères. Puis les parents de Sharon, à ce moment-là, ils hébergeaient un foster kid. Une famille d'accueil. Ben, Ouais, des une famille familles d'accueil pour un enfant. Famille d'accueil qui s'appelait... le petit s'appelait Steven. OK. Hey, attends, j'ai trop pas écouté. C'était en quelle année? Je l'ai pas dit encore. Ah, OK. Pour ça. C'est en 1975. OK. Je voulais me situer dans le temps. Ça fait quand même longtemps. Elle avait aussi un petit copain, John. La mère de Sharon, Yvonne, est née en Angleterre puis elle a immigré à Montréal. La petite fille, Yvonne, elle a rencontré George Pryor, Mhm. qui était alors soldat dans les forces armées canadiennes. Puis ils sont rapidement tombés amoureux puis ils se sont mariés. Peu après, George y a été muté au Manitoba. Ça arrive souvent que les soldats sont mutés ailleurs. Ouais. Puis à ce moment-là, leur mariage, ça allait déjà pas très bien. Fait qu'en 1966, Yvonne et Georges se sont séparés, malheureusement. Mm. Puis Yvonne est retournée vivre à Pointe-Saint-Charles avec ses 4 enfants. OK, toute seule, avec ses 4 enfants. Ouais. You go, girl. Sharon, elle faisait partie des filles dites populaires, la fille de Yvonne. OK. Elle était dite très calme, douce, super généreuse. Puis elle était super impliquée dans le Boys and Girls Club au YMCA. OK. C'est un club pour les enfants. OK. Selon les amis de Sharon, ils disaient que Pointe-Saint-Charles, c'était le meilleur endroit pour vivre, puis c'était une communauté vraiment unie. Puis Sharon était vraiment connue, puis était très aimée. Tu sais, tout le monde, c'était comme une petite communauté, tout le monde prenait soin les uns des autres. Mhm. Puis avant le meurtre de Sharon, obviously, c'était un quartier considéré comme sécuritaire et très paisible. Donc la date, oui, c'est là que je t'ai dit, là. OK. Le 29 mars 1975. C'est là que ça se passe. C'est un vieux cas, mais c'est encore d'actualité. Parce que c'est irrésolu? À suivre. Fait que le 29 mars 1975, Sharon, elle se lève, elle prend son petit déjeuner, elle se lave, elle s'habille, fait son lit, comme d'habitude. Yvonne, sa mère, est allée faire l'épicerie
pour le repas de Pâques, parce que c'est Pâques cette fin de semaine-là. Puis cet après-midi-là, Sharon, elle décide de peindre des œufs de Pâques pour ses frères. C'est comme on fait tout le temps à Pâques. Ouais. Fait qu'elle a cuit 8 œufs durs et elle les a laissés refroidir pour commencer à les peindre plus tard. Fait que quand Yvonne est rentrée à la maison, elle s'est assise à la table, elle regardait Sharon peindre ses petits œufs. C'est quand même cute. Mhm. Après avoir peint les œufs, Sharon a décidé d'aller chercher sa veste Léo's Boys. Léo's Au Boys. Boys and Club. Au Boys and Girls Club. Au YMCA. Exactement. Léo's Boys, c'était une association sportive qui avait été fondée par un homme dont le frère, Léo, était mort à 17 ans de la leucémie. Puis apparemment qu'à cette époque-là, tous les enfants portaient la veste Léo's Boys. C'était cool. le gros hit, là, ouais. OK. Pour l'avoir, il fallait vendre des billets de tombola. Fait que Sharon, c'est ça qu'elle avait fait parce qu'elle voulait absolument sa veste. Fait que là, elle avait réussi à récolter elle avait vendu tous ses billets. Fait que là, elle pouvait aller chercher sa veste. Oh, c'est cute. Ouais, vraiment. Fait que là, elle demande à sa mère, Yvonne, si elle pouvait amener son frère, Steven, âgé de 4 ans, avec elle au BGC. Boys and Girls Club. Après avoir obtenu la permission de sa maman, ils partent. Fait que là, elle arrive au club avec son frère, le foster, lui qui est OK, oui, c'est celui qui est en famille d'accueil. Ouais. Puis là, elle était full dessus parce qu'il n'y avait pas la veste dans sa taille. Pauvre petit gars. Oh. Mais ils ont promis que ce serait vraiment pas long, puis ils en commanderaient une autre. Fait qu'ils ont donné un reçu pour qu'elle puisse la récupérer un autre jour. Sharon, elle pensait toujours aux autres. Elle avait vraiment le cœur sur la main. Fait qu'elle pense à commander une taille plus petite pour Steven parce qu'il n'y avait pas de manteau de printemps à sa taille. Cute. Et en plus de ça, toujours aussi altruiste, elle a pris la veste de son amie puis elle l'a déposée chez elle là, sur le chemin du retour. Okay. C'est vraiment fine, la petite fille. Là, Sharon, elle rentre chez elle puis elle continue à peindre les œufs de Pâques pour ses frères. Oh, genre toute cute. Ouais, vraiment, elle est vraiment fine. Le prêtre de la famille, il est passé cette journée-là chez les Pryor pour une visite rapide. Dans le temps où le prêtre passait. Ouais, c'est ça. Il voulait juste leur souhaiter une joyeuse Pâques. Il avait apporté aux enfants une boîte de... Tu sais, les tortues en chocolat, les turtles. Oh, c'est bon, ça. Ouais, il avait apporté ça. C'est vraiment gentil. Fait que, tu sais, il s'assoit autour de la table à la cuisine. Sharon a peint ses œufs. Il mange des chocolats. Tu sais, c'était un beau moment. Puis là, le prêtre, il est parti un peu avant l'heure du souper. Après le souper, Sharon, elle a lavé la vaisselle avec l'aide de Maureen et Doreen, ses sœurs. Puis, elle a demandé à sa mère si elle pouvait aller retrouver ses amis à la pizzeria Marina, qui était comme un spot de rencontre pour les ados à ce moment-là. Mm-hmm. C'était situé à 5 rues de chez elle. C'est, pour ceux qui connaissent bien l'endroit, c'est au 2050 Wellington Street. OK, ça, sur Wellington. La rue Wellington, ouais, c'est ça, qui est vraiment qui est rendu cool aujourd'hui. Ouais, c'est ça, j'aime vraiment ça aller là. Au coin de l'avenue H. Pour ceux qui connaissent le coin. Donc là, Yvonne, elle demande, elle dit, est-ce que ton petit copain John va être là? Puis là, Sharon a dit, je sais pas trop, je suis pas sûre. Oh. Mais en fait, c'est sûr qu'il était là. Ben oui. Fait que là, pendant que Sharon, elle se prépare à sortir, il y a une de ses amies qui habite dans la même rue qui passe chez elle. Fait que là, tu sais, ces deux filles-là étaient amies depuis bien longtemps, mais il n'y avait pas le même cercle d'amis parce qu'elle n'est pas à l'école. Tu sais, quand tu es adolescente, l'école à laquelle tu vas, c'est vraiment important. Mm-hmm. Fait que cette amie-là, elle n'allait pas chez Marina Pizzeria avec elle. Elle venait juste l'aider à se préparer, choisir son outfit. Puis là, on voit que la grosse d'après moi, John, il était là parce que ben oui. ça y a pris du temps à choisir son outfit. Ah, c'est sûr. Fait que là, les filles placotent pendant que Sharon, elle essaie de trouver le outfit parfait dans ses vêtements. Puis finalement, elle trouve rien. Fait qu'elle finit par emprunter une chemise bleue à sa mère, à laquelle elle a ajouté une veste brune. C'était ça son kit. Oh. Donc là, à 7h10 le soir, Sharon quitte son domicile qui était au 445 rue de la Congrégation à Pointe-Saint-Charles, encore pour ceux qui connaissent. Puis elle dit au revoir à Yvonne et lui répond de passer une belle soirée et d'être prudente. Tu sais, ce qu'on dit souvent, passer une belle soirée, sois prudente. L'amie de Sharon qui est encore avec elle, a dit, est-ce que tu veux que tu veux-tu l'accompagner pour marcher jusqu'à la pizzeria? Sharon elle répond gentiment, elle dit, non merci, c'est juste à 5 rues, je vais y aller toute seule. Sharon, elle s'est jamais rendue à la pizzeria. 5 rues. 5 rues. Elle s'est pas rendue. Mm. Ses amis, voyant que Sharon, elle se pointe pas à la pizzeria, ils se sont dit, elle est sûrement allée au forum pour voir la game de hockey, parce que dans ce temps-là, c'était là. Le forum existe encore. Avec John puis ses chums de gars. Fait que, tu sais, ils se sont comme pas inquiétés toute la soirée. Ouais. Mais là, quand les garçons sont arrivés au restaurant après la game, Sharon n'était pas avec eux autres.
Fait que là, il demande, tu sais, est-ce que vous avez vu Sharon? Nanana, puis c'est comme, ah non, on l'a pas vu la soirée, elle était pas avec nous. Fait que là, ça reste de même. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ils s'en font comme pas. Ouais, c'est ça. J'avoue que tu C'est penses des pas au enfants, c'est pire, des là. T'es ado, adolescents, t'es là, comme, t'allais faire d'autres choses. Tu dis pas, ah, elle est décédée. Non, c'est ça. Fait que là, à l'heure de son couvre-feu, Sharon est toujours pas à la maison. Fait que là, Yvonne, sa mère, elle commence à s'inquiéter parce que ça y ressemble vraiment pas. C'est vraiment une bonne petite fille, Sharon. Donc, vers 1h30 du matin, là, Yvonne, elle commence à capoter. Là, ça ressemble vraiment pas à sa fille. Elle commence à faire des appels pour voir si quelqu'un l'avait vu, à ses amis, sa famille et tout. Personne ne l'avait vu. Un peu plus tard, le téléphone sonne. C'est Mary, l'amie de Sharon. Puis là, Mary a dit à Yvonne qu'elle avait entendu dire que... Ben, tu sais, Mary était au courant que Sharon on la trouvait pas. Ouais. Fait que là, elle dit à Yvonne qu'elle avait entendu dire qu'une femme avait été attaquée dans le quartier vers 19h le même soir. Mais ça a l'air qu'il y a un homme qui aurait tenté d'attaquer la femme, mais il a été intercepté par une autre femme qui passait par là. Donc, l'attaqueur, il a comme pris ses affaires à la femme, puis il est parti en courant. OK. Fait que, tu sais, elle n'a rien eu, elle n'a pas été blessée, rien. Mm-hmm. Comme Sharon n'était toujours pas à la maison, puis, tu sais, c'était comme dans le même quartier, même heure, puis tout, là, Yvonne, elle commence à paniquer. Mm-hmm. Elle dit, oh shit, tu sais, il y a un attaqueur, tu sais, qui... Attaqueur? Un agresseur. Agresseur, voilà. Dans mon texte, j'ai vraiment écrit attaqueur. Bref. Donc là, le lendemain, une recherche il a commencé pour trouver Sharon. Il y a vraiment beaucoup de résidents de Pointe-Saint-Charles qui sont sortis pour aller chercher la jeune fille. T'sais, comme je te disais, c'était vraiment une communauté assez soudée dans ce temps-là. Ben, pas que ça l'est pas aujourd'hui. Je connais juste pas Pointe-Saint-Charles. Ouais, je sais pas. Je peux pas dire. On peut pas dire. Yvonne a même été interviewée à la télévision, puis elle suppliait, elle s'est dit si jamais elle a fui, ce qui se peut probablement pas, là, parce qu'elle connaissait sa fille, mais elle suppliait Sharon de revenir en sécurité, blablabla, mais sans nouvelles. Fait que là, quelques jours plus tard, c'était le 29, on est rendu le 1er avril, toujours en 1975, à 6h du matin, Yvonne, elle regarde dehors, puis là, elle voit des hommes cognés à la porte de sa voisine d'en face, qui est son ami. C'est son ami Ronnie qui habite là. Okay. Fait que là, un des hommes avait un journal sur le bras, puis là, Yvonne, elle s'inquiète pour son ami. Fait qu'elle crie par la fenêtre, juste pour dire qu'elle est là. Tout d'un coup, c'est des messieurs pas fins, tu sais. Elle dit, Ronnie, comment ça, t'es debout aussitôt? Juste pour être sûre qu'elle est là. Ronnie, elle répond pas. OK. Fait que là, Yvonne, elle se doute qu'il y a quelque chose qui va pas. Fait qu'elle sort, puis elle commence à traverser la rue. Puis là, Ronnie, elle vient la rejoindre d'un pas quand même assez rapide. Avec le journal. OK. Fait que là, Ronnie, elle a un regard vraiment triste, puis elle dit rien. Oh non. Puis là, Yvonne a fini par dire, tu sais, elle commence à essayer, puis là, Ronnie, elle regarde le journal, puis là, Yvonne, elle finit par y prendre le journal. Ronnie, elle dit, non, regarde pas, Yvonne, s'il te plaît, regarde pas. Puis là, il y a une citation de Yvonne qui parle de cet événement-là un peu après, puis elle dit, j'avais le journal, je l'ai ouvert, il y avait une photo de ma fille morte. Oh. Je savais que c'était elle, je reconnaissais ses chaussures. Oh my God. C'est comme ça qu'elle a appris que sa fille était décédée. Tabarnak. T'imagines-tu? Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je te dis, c'est moi qui l'ai écrit l'histoire, je l'ai lu, puis j'ai des frissons. J'ai des frissons à ce moment-là. Fait que là, ce qu'elle regardait, Yvonne, c'était la photo d'un corps qui avait été retrouvé dans la neige à Longueuil. Pour ceux qui connaissent pas vraiment le coin, Pointe-Saint-Charles, c'est comme vis-à-vis Longueuil, mais c'est séparé par le fleuve. Fait qu'elle était juste l'autre bord du fleuve, dans le fond. Fait que c'était un cas de Longueuil parce que le corps a été retrouvé là. Ouais. Et ce qui est tragique dans l'histoire, c'est que... je vais te montrer la photo du corps. Okay. On va pas la publier parce que je veux pas la montrer, mais tu vois, elle est couchée dans la neige. C'est ça qui a été publié dans le journal. Oh my God, ils ont publié ça dans le journal. Ils ont publié ça dans le journal. Tu vois clairement le corps décédé d'une jeune fille. OK, ouais. Aujourd'hui, ça se fait plus, puis c'est une bonne affaire. Non, là. Genre, vraiment pas. C'est pas si vous voulez voir, vous pouvez aller googler. T'sais, la photo, on voit pas de sang, rien. Là. C'est pas horrible, c'est en noir et blanc à cette époque-là, mais moi, je veux pas la publier parce que je veux pas... Non. Juste, non. Fait qu'en tout cas, bref. Pour les curieux, vous pouvez googler Sharon Pryor, vous allez tomber dessus. Donc là, Yvonne, elle venait d'apprendre la mort de sa fille par le journal. Oh my God. Fait que là, tu sais, il y a personne, même pas la police, Ouais. qui est venue lui annoncer rien. Ça n'a pas de sens. Puis il savait que c'était Sharon. Mais quand même, tu sais, elle n'était pas identifiée à 100%, mais il y avait des doutes. Parce que, en tout cas, je vais te le dire un peu plus tard.
Donc là, Yvonne, elle appelle la police pour confirmer que c'était bien sa fille. Elle pouvait à peine tenir debout, là, elle capotait. Ben oui. Ce qui est normal. La police a dit « Pouvez-vous venir identifier le corps? » Elle n'a pas été capable, fait que c'est son frère qui est allé. C'était bien Sharon. Fait que là, comment on a retrouvé Sharon? C'était le mardi 1er avril 1975, c'est ce mardi matin-là que ça a été publié dans le journal. C'est un pompier et apiculteur nommé Jacques Bertrand qui a été informé ce matin-là que la clôture où son rucher était, où ses abeilles était ouverte. Mais tu sais, il y avait un cadenas. Fait que, tu sais, lui, il va voir. À son arrivée, il trouve le cadenas débarré. C'est pas brisé, débarré. Débarré, ouais, OK. Débarré, puis déplacé comme sur la clôture, tu sais. Pas sur la... Fait que là, il était comme pas sûr. Il dit, tu sais, j'ai-tu oublié le barrer? Mais tu sais, il dit, c'est pas comme à mon habitude, j'oublie jamais, en tout cas, bref. Fait que là, il décide, tu sais, il fait le tour de la clôture, tu sais, du terrain clôturé, juste pour voir s'il y a quelque chose de louche. Fait que là, c'est là qu'il trouve le corps de la petite Sharon dans la neige. Elle était nue à partir de la taille, à environ 75 pieds de la route. Fait que là, il se met à capoter. Fait que là, il appelle la police. La police arrive rapidement sur les lieux, puis elle vient établir un périmètre de sécurité. Puis tout. Fait que là, l'enquête commence. Ils ont trouvé des traces de pneus à 15 pieds du corps, puis des traces de pas dans la neige. À proximité, il y avait une trace de sang qui menait de l'endroit où se trouvait la voiture jusqu'au corps, mais il n'y avait comme pas de trace de corps traîné dans la neige. OK. Fait que la police s'est dit sûrement que la petite, elle a été transportée par 2 personnes, parce qu'il y avait des traces et tout. OK, ouais. Puis elle n'avait pas été traînée. Ouais. Ils pensent aussi qu'elle était vivante quand elle a été laissée là. La jeune fille, Sharon, elle tenait une branche dans une main, puis ses jambes étaient pliées comme si elle avait essayé de se traîner. Oh my God. Puis près du poteau de soutien de la clôture, la police a relevé l'empreinte d'un pied droit. Il s'agissait du pied d'un homme portant une chaussure de taille 8,5 et il pesait à peu près 200 livres. Ça peut être bien du bon, on s'entend. Ouais. Sharon apportait son manteau brun, la chemise bleue de sa mère, et des chaussettes puis des chaussures, mais rien en bas. Son jeans gisait un peu plus loin, puis ses sous-vêtements il était accrochés sur une branche d'arbre comme s'il avait été lancé de la voiture. OK. On sait pas. Homme sensible, s'abstenir pour ce prochain mois. Déjà c'est pas facile à écouter. Là. Sharon avait été violemment frappée au visage et son cou avait des marques d'étranglement. Les enquêteurs y ont trouvé du ruban adhésif partiellement mâché et emmêlé dans ses cheveux ensanglantés. Probablement, c'était ce qu'il avait utilisé pour la bâillonner. Ouais. Puis il y avait une chemise d'homme qui a été également trouvée sur la scène, pas loin. Sur la photo, on la voit. Ah ouais. Attends, je vais te remontrer la photo. C'est check. Ah ben oui, c'est ça, je me demandais c'était quoi en fait. C'est une chemise d'homme. Et son jeans. Le jeans de la fille. Pas prudent, le meurtrier. Laisser son... Mais attends, chemise. tu vas capoter. Fait que là, il pense que la chemise aurait été utilisée pour attacher la jeune fille, en fait. La police a aussi trouvé près du corps une bague avec le mot « Love » gravé dessus, qui appartenait clairement à Sharon, et aussi une page de magazine avec une photo d'une fille puis d'un fusil. Ah! Ça, c'est pas clair si ça avait lien avec le crime. On sait pas si c'était à Sharon, si c'était à l'agresseur, on sait pas. Ou si c'était juste là, par hasard. On sait pas. Ils ont aussi trouvé le reçu d'une veste Leo's Boys avec le nom de Sharon dessus, parce qu'elle avait été allée chercher un peu plus tôt. Donc là, il y a un pathologiste qui était sur la scène de crime, qui a établi la mort de Sharon à seulement 20 heures avant qu'on la retrouve. Oh my God! Là, Sharon est disparue le 29 mars à genre 7 heures. Ouais. Puis on l'a retrouvée le 1er avril à 6 heures le matin. Donc, ça fait plus que 20 heures, celui-là. Y a-tu un 31 mars? Oui, hein? J'ai pas regardé s'il y avait un 31 mars. Je pense que oui. Fait que 29, 30, 31. Oh my God. Février, non. Mars, oui. Comme si ça changeait avec les années, si je suis conne. Bref, ouais, fait que ça fait, tu sais, quand même. Fait que ça fait plus que 20 heures. Fait que la police pense qu'elle a dû être gardée quelque part pendant quelques jours, puis ensuite, c'est là qu'elle aurait été abusée. Puis ensuite, il l'aurait laissée dans la neige, mais là, elle aurait été encore vivante. Fait qu'elle aurait été gardée quelque part. Exactement. Fait que là, Sharon, elle avait été brutalement agressée sexuellement et battue.
est décédée asphyxiée par le sang qui s'est accumulé dans ses poumons. Oh my God! Je sais, c'est capoté. C'est horrible. On soupçonne aussi que son meurtrier lui aurait écrasé la poitrine en s'agenouillant dessus, comme la forcer à rester par terre. Il y a certaines blessures sur le visage de Sharon qui semblent avoir été causées par des coups faits avec un objet très pointu. On ne sait pas quoi. Puis elle avait plusieurs contures sur le visage puis 2 fractures sur la mâchoire, un de chaque côté de la bouche, dans le fond. Il y avait son nez était cassé, puis elle avait un trou dans une joue à l'intérieur de sa bouche, probablement causé par une dent qui se serait détachée pendant la lutte. OK. Ouais, c'est vraiment intense. Oh Il y a eu un gros combat. Ah. Le 4 avril, ça c'est le bourrof vient de terminer. OK. Avec le 4 avril 1975, les funérailles de Sharon Pryor ont lieu à la chapelle de l'église presbytérienne de Saint-Mathieu. Il y avait près de 200 amis et membres de la famille qui étaient présents. C'était vraiment aimé la petite. 13 mois après le meurtre, il y a le sergent détective Jacques Dutrisac qui a déclaré que la police avait interrogé 38 personnes au total pour ce cas-là. Il y a 6 de ces témoins qui ont été placés en détention et chacun d'entre eux semblait être un bon suspect à l'époque. Mais, faute de preuves, la police a dû les relâcher. OK. Donc, on n'a jamais trouvé l'assassin de la petite Sharon. OK, c'est ça. C'est encore... Meurtre irrésolu. Meurtre irrésolu. Oh non! Par contre, Yvonne et sa famille sont toujours restés très actifs, encore aujourd'hui, dans la recherche de l'assassin de Sharon. Encore à ce jour, Yvonne a l'aide d'autres mères de Montréal à faire face aux homicides de leurs propres enfants. Oh. C'est vraiment, vraiment impliqué dans cette communauté-là. C'est plate, ce sont une communauté, mais c'en est une. Mm-hmm. À l'époque du meurtre de Sharon et dans cette région-là, il y a vraiment beaucoup d'affaires non résolues qui ressemblaient comme au cas de la petite Sharon. Fait que plusieurs pensent qu'il y avait comme un ou des tueurs en série qui rôdaient dans ces années-là. Ben oui. Ah, mais c'est la même année que le double meurtre irrésolu des ados là, à Longueuil que je t'ai raconté. Oui, je sais. 175 aussi. C'est ça qui est fou. Hein? Et c'est ça, il suppose également que il y a beaucoup de meurtres, comme peut-être ceux-là, qui sont liés. Fait que là, tu sais, il y en a des théories, là, il y en a. Je vais te parler d'une théorie tantôt qui va te faire plaisir. Oh, OK. Ben, plaisir. Nous étant fans de True Crime. Voilà. En 2000, Yvonne, c'est un bout un peu frustrant, elle a écrit à la police pour leur demander d'examiner l'ADN prélevé sur des échantillons lors de l'homicide de Sharon. Une semaine plus tard, elle reçoit une lettre qui dit, et je cite, « Nous regrettons de ne pas pouvoir être en mesure de donner suite à votre demande de test d'ADN. Cependant, nous garderons toujours le dossier ouvert. Si de nouvelles informations nous sont fournies, nous les analyserons et, si nécessaire, nous ferons suite à votre demande. » Là, Yvonne est en table. Ouais, pourquoi ils veulent pas tester? C'est là qu'elle apprend que la police, elle a jeté la majorité des preuves d'ADN qui avaient été trouvées sur la scène de crime. Ben non. En 1995. Ça faisait 20 ans. Tabarnak. Ils les ont jetés. Je suis fâchée. Je suis vraiment fâchée. La mère de la petite. Parce que s'il y a de l'ADN, c'est vraiment un meurtre qui peut être résolu, tu sais. Mais c'est qu'en 75, les tests d'ADN, c'était pas a thing. Ils en faisaient pas en 75 des tests d'ADN. Il y avait juste l'ADN, mais ils faisaient rien avec. Tu sais, on avait parlé dans un autre épisode que ça prenait des mois, voire même des années, puis on n'avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Là. Fait que c'est pour ça qu'en 2000, la technologie était plus là. Elle a fait la demande. Mais en 95, ils ont jeté. Ils ont jeté. Tu sais, c'est pas en 75 ils ont jeté en disant on peut rien faire avec. Non, en 95, ça commençait, là. Ils savaient qu'il y avait de l'espoir de trouver de quoi. T'imagines comment c'est frustrant? Oh my God! Exactement. Fait que là, 4 ans plus tard, en juillet 2004, il y a un tuyau anonyme qui a conduit la police à faire un mandat de perquisition dans un garage situé derrière un immeuble appartement à Longueuil. OK. Fait que là, la police se rend là. Il y a des échantillons d'ADN qui ont été trouvés puis emportés pour analyse. Mais malheureusement, l'ADN correspondait à aucun échantillon prélevé restant. Il y avait jeté la majorité, il en restait un peu. Ouais. Mais ceux-là qui restaient, il n'y avait rien qui correspondait à ce qu'ils venaient de trouver. Fait que retour à la case départ, on va se dire. Mm-hmm. Fait que là, puis on n'a jamais su d'où venait ce tuyau-là. Ouais. OK. Fin de cette parenthèse. En 2012, la police annonce qu'un donateur anonyme, on ne sait toujours pas c'est qui, offre une récompense de 10 000 pour toute information utile pour résoudre le meurtre de la petite Sharon. OK. La police a également installé un nouveau...
un nouveau poste de commandement à Pointe-Saint-Charles en 2012, puis a mis en place une ligne téléphonique dédiée qui est toujours fonctionnelle. Si vous voulez aller voir sur sharonpryor.com, tout est là. Le bout que tu vas aimer s'en vient. OK. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, il y avait beaucoup de meurtres et d'attaques non résolues qui ont eu lieu dans ces années-là, dans cette région-là. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont des théories différentes. Fait que là, voici celle qui va t'intéresser. Tu te rappelles un peu plus tôt, là, j'ai dit qu'il y avait une femme qui avait été attaquée le même soir que la petite Sharon a disparu. Ouais. Mais cette femme-là s'en est tirée parce qu'il y a une autre personne qui a été témoin de la scène. On s'en rappelle. La femme en question, elle s'appelle Cheryl Roy. J'allais dire Roy. Cheryl Roy, oui. 23 ans à l'époque. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'un homme armé d'un couteau, il aurait volé ses affaires, genre sa sacoche, mais il aurait comme pas eu le temps de la blesser ou de rien faire parce qu'il y a une autre femme qui les a vus, puis elle aurait fait fuir l'homme qui s'est enfui dans la ruelle. Ouais. Fait que là, Cheryl, à cette époque-là, elle aurait décrit son agresseur comme suit. Elle a dit... Il avait les yeux bleus avec une moustache carrée au coin de sa bouche. Il portait un jeans bleu, une veste de ski bleu foncé et des chaussures noires à bout pointu. Tu sais, description quand même assez... Ouais, quand même. Bonne description. Ouais, spécifique. Cheryl, elle disait qu'elle avait senti aucune odeur, aucune trace d'alcool dans la laine de son agresseur. Puis elle a ajouté aussi que l'homme parlait d'une voix très basse et calme. OK. Selon Cheryl et la police, c'était clairement pas sa première attaque à cet homme-là. Là, il y a une série sur Crave qui s'appelle « Sur les traces d'un tueur en série ». Oui, je veux full l'écouter. T'as Crave? Non, j'ai pas Crave. Dieu, pour ça que je l'ai pas écouté. Fait que là, il y a un épisode sur Sharon Pryor. Pour ceux qui ont Crave, c'est l'épisode 7 de la saison 1. OK. Que j'ai pas pu écouter parce que j'ai pas Crave. Puis dans cette série-là, les producteurs de la série, ils ont contacté Cheryl pour la faire hypnotiser pour voir si elle pourrait... Elle arrive. Pour la faire hypnotiser pour voir si elle pouvait se souvenir de un peu plus de détails de son attaque de 1975. Fait que là, il la fait hypnotiser, puis là, après la séance, là, t'es pas prête pour ce qui s'en vient. Non, je sais pas. Il montre plusieurs photos de tueurs en série. Ouais. Elle en identifie un. Devine qui? Un tueur en série montréalais qu'on connaît? On a-tu fait un épisode dessus? Oui. Fife. Mais Fife, il n'y a pas les yeux bleus, par exemple. Elle dit, je sais pas. Écoute, ben, c'est ça qu'elle a dit, mais tu sais, peut-être brun, mais... William Patrick Fife. Ah. Elle l'identifie. Mais tu sais, il n'y a rien qui le lie à ça, là, on sait pas. Non, c'est ça. Fife, on se rappelle qu'il avait été condamné pour le meurtre de 5 femmes à Montréal dans les années 70-80. Pour ceux qui veulent en savoir plus, c'est l'épisode numéro 3 de notre podcast, Crime de Bin, si vous êtes en train d'écouter. Ben, tu sais, il y a tellement de podcasts sur Fife, là, il est super connu. Puis lui, Fife, il avait avoué avoir, en plus de ces 5 femmes-là pour lesquelles il a été condamné, il avait aussi ensuite avoué avoir tué 4 autres personnes. Bon, on n'a jamais su c'était qui. Il a déclaré avoir tué sa première victime en 1979 à l'âge de 24 ans. Mais là, c'est ça qui fonctionne comme pas vraiment parce que les attaques de Sharon puis de Cheryl, c'était en 75. Fait que c'était 4 ans plus tôt. Mais on sait pas. Est-ce qu'il ment? Oui, c'est ça. Il a peut-être commencé à 20 ans. Là. Exactement. Ça se peut vraiment. Là. On sait pas. Fait que là, on sait pas aussi si l'ADN de Fife a été comparé aux échantillons provenant de l'affaire du meurtre de Sharon. Ce qui en restait. On sait vraiment pas. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Ouais. Ça aurait pu. Ça se pourrait. Ça se pourrait, là. Je veux dire, il était là. C'est une des théories. Il était là dans ces années-là. Il était très actif. Ouais. Puis elle disait que c'était clairement pas sa première victime, le Cheryl. Fait que, imagine, il est super calme, il sait ce qu'il fait. En tout cas, bref. Mais lui, c'était plus couteau, par exemple. Et il y avait un couteau. Ouais. Mais il l'a pas tué. Non, mais il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps. Parce qu'il y a une autre femme qui l'a aperçu. Ouais, mais la petite. Ah, la petite, non. Ouais. Non, la petite, ben, est morte dessus. C'est un agresseur sexuel. Ouais. Mais en tout cas, bref. Fait qu'en 2019, Yvonne de nouveau fait parler d'elle parce que là, elle se bat toujours pour que justice soit rendue à Sharon. Yvonne est frustrée, là, avec raison. Oui. Il y a un article de Michel Lalonde paru le 1er avril 2019 dans la Gazette de Montréal qui mentionne ceci. Ça dit « Les familles de 9 jeunes femmes disparues ou retrouvées mortes dans la région de Montréal il y a plusieurs décennies dénoncent le refus de la ministre de la Sécurité publique,
Geneviève Guilbeault et de les rencontrer pour discuter des changements qu'elle propose d'apporter à la façon dont la police enquête sur les crimes majeurs. Yvonne a mentionné dans l'article, elle dit « Je veux pas que d'autres familles soient confrontées à cette... » Voyons, j'ai de la misère. « Je ne veux pas que d'autres familles soient confrontées à cette horrible incompétence à l'avenir. C'est ce que je veux dire à la ministre Guilbeault, mais ce ne sera pas possible car elle refuse de nous rencontrer. Quel est ce gouvernement qui n'écoute pas la population? » Elle est en tabarnak, avec raison. Fait que là, on n'a pas de suite à ça. La ministre, elle l'a toujours pas rencontré. À ce jour, rien n'a changé. Yvonne est toujours active dans sa lutte pour trouver le meurtrier de sa fille puis pour aider les familles qui vivent ce qu'elle a vécu. Et la récompense de 10 000 $ est encore active, est encore d'actualité. Fait que si vous avez des informations utiles, le site web sharonpryor.com, il y a vraiment toutes les informations là-dessus. Puis il y a aussi un peu l'histoire. Là. C'est la mère, c'est Yvonne qui gère le site. Fait que... C'est très émotif. Elle doit être rendue quand même âgée, Yvonne? Oui, je sais pas. Elle était déjà maman de 4 enfants en 75? Oui, dans 80 quelque. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh my God, j'y souhaite d'avoir une réponse un jour. Les chances sont très faibles, mais au moins, je veux dire, elle s'est dit, moi, je vis une tragédie, je vais pouvoir aider les autres qui vivent la même affaire. Oui, c'est vraiment beau, là. Ouais. Fait que voilà l'histoire de la petite Sharon. Ah! Merci, Nancy, pour ta suggestion. Oui. Ça m'a vraiment touché, cette histoire-là. Fait que voilà. Une autre histoire, je vais arrêter. Faut qu'on prenne un break de... Ouais. Ben, c'est un peu moins pire qu'enfant, mais ça reste... 16 ans, là. Une petite puce, là, de 16 ans. Elle était tellement fine. Oui, en plus. Tu sais, être au mauvais endroit au mauvais moment, c'est toujours ça, là, mais j'en reviendrai jamais. Si elle avait marché ces 5 coins de rue-là, genre 10 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, tu sais... On sait pas, ouais. Ça aurait été quelqu'un d'autre. C'est ça. Ouais, ça aurait peut-être été quelqu'un d'autre si la personne... un autre de ce groupe d'amis-là, parce qu'il y avait plusieurs petites filles dans ce groupe d'amis-là, sûrement. Tu sais, les autres, ils doivent se dire, ça aurait pu être moi. Ben oui. Puis ces petites filles-là aussi, ces adolescentes-là, elles ont appris la mort de leur amie de la même manière que la mère. Ils ont vu la photo d'elle morte dans le journal. My God. En tout cas, c'est horrible. Bref. Ouais. Moi, ma seule expérience à la Pointe-Saint-Charles, c'est que je me suis volé ma roue de vélo. Mais ça a l'air, c'est ça. Tantôt, j'en parlais à mon chum, puis il dit, ouais, Pointe-Saint-Charles, en ce temps-là, c'était quand même assez dark, c'était trash. Ouais, ça devait être trash. Ça devait être pauvre, là. C'est pas si pire, j'ai la photo de l'endroit où il habitait. Ben ça, c'est aujourd'hui. C'est là qu'il habitait, c'est comme des petites maisons en rangée. OK, ouais. Tu sais, c'est propre, là. Ben oui, c'est cute. Ouais, c'est pas... Je sais pas. Fait que voilà, l'histoire d'aujourd'hui. Bon, merci pour cette histoire. Merci horrible d'avoir écouté. Nos bébés étaient vraiment plus calmes aujourd'hui. Oui, vraiment. Les deux, ils dorment. Les deux. Non, la tienne n'adore pas, Morgane. Elle t'écoute. Elle aime ça t'écouter. Oui. Avec ma voix. Ta voix relaxante. Mais quand je raconte, j'ai une voix plus grave que quand c'est vrai. Quand j'écoute. Je bégaye vraiment plus aussi. Bref. Ah, bon. On va aller prendre un petit drink dehors parce que là, j'ai besoin de relax. Ouais. Oh non, j'ai réveillé ma fille. Oh. OK. Ben merci beaucoup encore d'être à l'écoute, de nous encourager sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, courriel. Nos nouveaux followers, c'est quoi suivre? Abonnés. Patreon aussi, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup de nous aider nous encourager sur Patreon. Oui. D'être une binette ou une five-toe. Je suis vraiment fière de mes jeux de mots. Je m'excuse, gang. Il y a quelqu'un qui m'a sorti tellement un bon jeu de mots, je sais plus c'était qui. Merci à cette personne, mais j'ai dit que j'allais voler son expression. Je pense qu'elle avait dit. J'ai binge écouté vos épisodes. Oui, je l'ai vu. Je trouvais ça fucking drôle. Je l'ai vu. Ouais, voilà, je vole l'expression. Binge, j'ai écouté. C'était sur Facebook, non? Je suis pas sûre que c'est sur Facebook. Ok, merci à tous. Il y en a beaucoup qui binge écoutent nos épisodes. Je vous ai découvert, je les ai toutes clenchées en 2 semaines. Un jour, on va se trouver un commanditaire de bin. Oui. Check-in nous bien, allez. On va vendre des T'aimes ça, les bins? Moi, j'aime ça, les bins. Moi, j'aime ça, genre, contexte cabane à sucre avec ben du sirop d'érable dedans. Ouais, Mais genre, dans la vie de tous les jours, tu sais, qui mange des bins? Ben, mettons, moi, j'aime vraiment les frijoles, là. Genre les petites purées de bins. Ouais. Mais c'est pas comme les bins québécoises que tu manges. Ben, ça ressemble. Ça ressemble, mais... C'est comme juste des épices différentes. Ben non, il y a bien plus de goût. Dans les frijoles? Ouais. Mais ça dépend. Des bonnes bines au lard, là. Peut-être j'en ai jamais mangé des j'étais allée à la cabane à sucre du pied de cochon cette semaine.
Oh shit! Fucking sacoche. C'était Les meilleurs... Y a encore des thématiques? Des thématiques? Oui, moi, quand je suis allée à Cabanassi du Pied de Cochon, c'était thématique Maroc. Il nous a amené un cochon. Hein? Fourré, le cochon au complet. Hein? Ouais, il se promenait genre sur un chariot avec le cochon, puis tu coupais une slice de bedon, puis tu sacrais ça sur la table. Donc, nice. Ouais. C'était spécial. Bref, on s'écarte vraiment. Oui. Désolée. On se revoit dans 2 semaines. Tu sais-tu qu'est-ce que tu vas nous raconter? Non. Sûrement pas. Non, je sais pas. Ben, t'es déjà bonne d'écrire des histoires pendant que... Quand moi, j'avais vraiment pris un break. J'avais comme fuck off, je fais rien. Toi, Hélène est super active. Je suis pas capable de rien faire. Ah, moi, je suis capable. Check-moi bien. Merci encore de nous écouter puis de prendre le temps de nous écrire. C'est tellement apprécié. On vous adore. Vraiment. On a la plus belle communauté ever. Oui, les meilleurs bins. Les meilleurs bins. On se voit bientôt. Oui. Bye. Bye.